nous arriverons à un automne où la réalité énergétique ukrainienne redeviendra d'actualité. Et voyons comment ils vont gérer cela, parce que les attaques contre l'énergie continueront. Voyons comment ils vont gérer toute cette question du manque de troupes, etc., etc. Et nous reviendrons au scénario, car nous avons maintenant un scénario de guerre d'été dans lequel la logistique n'est pas coupée ou est attaquée par les drones. C'est pourquoi tous ces drones, en grande partie, ne pourront pas voler pendant quelques mois. Parce que le brouillard, parce que la pluie, parce que le mauvais temps, alors que les missiles balistiques continueront à voler parfaitement. Alors, nous reviendrons à un scénario que je dis, je le répète, je crois que l'automne et l'hiver seront difficiles pour les deux parties, mais surtout pour la partie ukrainienne. Et vraiment, je pense que l'Occident devrait commencer à réfléchir à permettre à la partie ukrainienne de sortir de ce conflit d'une manière un peu... Non, je ne parle même plus de manière digne, parce que la dignité, c'est très relatif, mais d'une manière qu'il leur reste encore un peu de monde, qu'il leur reste un peu de vie, qu'il leur reste un peu de pays. Parce que, voyez-vous, on dirait vraiment que l'Occident se bat jusqu'au dernier Ukrainien. Et ça, du point de vue de la nation ukrainienne, parfois il faut sortir d'un certain conflit et sacrifier certaines choses, mais pour que ton peuple continue à vivre. Et je ne parle pas seulement du modèle finlandais, mais même, bon sang, même du modèle japonais, non? Dans lequel le Japon reçoit 2 bombes nucléaires, ils se rendent, et pourtant, alors même qu'il n'y avait guère de pays plus attachés à l'honneur que le Japon. Et pourtant, ils se rendent juste pour assurer l'avenir de leur nation. Ils ne s'en sont pas mal sortis, mais c'est une autre histoire. Mais pour l'Ukraine, personne ne prend en compte ces considérations. Et surtout, ce qui frappe, c'est que je crois qu'en Occident, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine, l'opinion que les Ukrainiens ont d'eux-mêmes. Ils pensent qu'après le conflit, ils continueront à recevoir beaucoup d'argent et resteront au centre de l'actualité. Ce que dit Javier, c'est que pour beaucoup, ce sujet ne compte déjà plus dans l'agenda médiatique. Dans de nombreux pays, normalement, quand tu sors du top 5 des 5 sujets d'actualité principaux, tu n'existes déjà plus. Tu n'existes déjà plus. C'est-à-dire, si un sujet sort du top 5, c'est déjà un sujet qui, en politique, dans les médias, devient un sujet résiduel. L'Ukraine est en train de sortir de l'agenda de beaucoup de gens parce qu'on ne peut pas la maintenir là aussi longtemps. Donc, les Ukrainiens, ce qui les attend, c'est une sacrée gueule de bois, pour le dire comme ça, une comparaison terrible, et il faudra voir s'ils y survivent. Parce que, je le répète, personnellement, à mon avis, c'est un État failli qui ne va pas fonctionner, c'est un État qui, dans les conditions actuelles, ne fonctionnera pas non plus, et ainsi de suite. Mais malgré tout, ils ont leur chance. Mais cette opportunité, cette fenêtre est en train de se refermer pour eux et de façon drastique. Et au prix de perdre de plus en plus de vies. Oui, il y a 2 éléments fondamentaux et tu en as mentionné un. L'un, c'est les effectifs, n'est-ce pas? Au final, les soldats. Évidemment, en plus, je pense que c'était une erreur de destituer ce ministre de la Défense parce que lui, il avait bien compris ce problème. Et c'est qu'il nous manque des hommes. Donc, il faut développer des solutions technologiques qui essaient de remplacer les hommes. C'était une bonne stratégie, non? Utiliser des drones. Oui, 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 non, parce qu'il avait aussi la stratégie, avec l'argent occidental, de payer des troupes d'assaut étrangères. L'Ukraine n'a pas les moyens de faire toutes ces choses-là. Les deux avaient, disons, leurs raisons et leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils voulaient maintenir le front, et Fedorov, lui, parce qu'il misait sur faire quelque chose de plus, mais non, sans se pencher ni d'un côté ni de l'autre. non, c'est que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, logiquement, dans une situation normale, c'est ce que dit Sierski, c'est logique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les hommes ni les légions pour agir. Si je veux conquérir les barbares, je n'ai pas de légion. L'autre essayait donc de compenser. C'était bien, mais ils ont atteint un point de non-retour, comme tu l'as dit, où il n'est plus possible de compenser. Évidemment, tu peux fabriquer plein de drones, et ils l'ont fait relativement bien, mais ce n'est qu'un palliatif ou un soutien logistique. S'il n'y a pas d'hommes, et bien sûr, quand ils essaient de te faire croire que c'est perte, non. Que les Russes ont perdu entre 500 000 millions et 850 000 millions, c'est-à-dire qu'ils ont perdu même les petits-enfants qui ne sont pas encore nés, ils sont déjà tombés. Bon, en dehors de ces idioties, il y a les faits. Et les faits sont que Poutine, prudemment ou non, et ça nous le verrons,
a vraiment réfléchi avant de faire un recrutement supplémentaire et de procéder à une mobilisation, etc., etc. Et de l'autre côté, on voit qu'il n'y a pas d'hommes dans les rues. Il n'existe pas. Les hommes ne peuvent pas se promener seuls dans les rues de Kiev ou dans les cafés, car des hommes arrivent en camionnette pour les faire monter de force et les emmener au centre. Ce sont les faits. On peut être jugé positivement ou négativement. Ce sont les faits. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas, même avec tous les mercenaires qu'ils ont. Eh bien, c'est une question dans une guerre d'usure dans laquelle on est tombé, et ce n'est qu'une question de temps avant que tout cela ne s'effondre. Il y a deux aspects dans l'effondrement. D'abord, celui-ci. Deuxièmement, si on arrêtait de leur donner l'aide européenne ou occidentale, ce qui apparemment ne va pas s'arrêter à cause de certains intérêts. Et troisièmement, lorsqu'il y aura une avancée plus importante dans la région du Donbass et que Kramatorsk, Sloviansk et d'autres seront libérés, peu importe le coût, après cela, ce ne sera plus que de la campagne. Après, ce n'est que du terrain jusqu'ici, c'est ça. Alors, trois éléments se réunissent en un mois, 2 mois, 2 ans, 1000 ans, peu importe combien de temps, mais évidemment, ce ne sera pas autant parce que les trois éléments jouent contre l'Ukraine. Le fait que l'aide puisse être coupée, eh bien, il y a eu un moment où cela aurait pu arriver. Il semble que non, cela a été remplacé par l'Europe. Et nous, en Europe, bâtissons nos économies sur cette aide. Cela aussi peut s'effondrer. Comme je le disais, c'est la deuxième fenêtre d'opportunité que nous pouvons avoir en Europe. La première, c'est que personne ne s'en soucie. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir des changements substantiels de gouvernement qui fassent pencher la balance de l'autre côté. Et nous parlons, je ne parle pas du Luxembourg ni de la Lettonie. Je parle de la France et je parle de l'Allemagne. Ce sont donc deux républiques qui peuvent tomber sans parler du Royaume-Uni, qui pourraient aussi être le troisième à sortir quand on en arrive à parler du Luxembourg ou de la Lettonie. Je parle de la France et je parle de l'Allemagne de réforme et celui de UKIP et tout ça aussi, mais bon, ça c'est plus difficile. Mais la France et l'Allemagne, alternative pour l'Allemagne, est à 40% en tête. Et il ne va tout simplement pas à Kramatorsk et tout ça, pareil, tout ça aussi, qu'ils aillent en se faire foutre. Mais bon, ça c'est plus difficile. Mais la France et l'Allemagne, alternative pour l'Allemagne, est ici. Ça peut s'effondrer parce qu'il doit y avoir des changements substantiels de... Mais vont-ils les laisser faire? C'est la question. C'est... Ce que cela dit. Ça peut être, et à Marine Le Pen, alors comment empêcher sa victoire? En la mettant en prison. Les juges disent déjà, regarde, Le geste déjà, enfin. et ils l'ont laissé. Des changements peuvent survenir. Mais écoute. Marine Le Pen a-t-elle vraiment des chances avec le système électoral français? Oui. Oui, actuellement, le dernier sondage publié avant-hier indique qu'au second tour, face aux 3 candidats, elle l'emporterait avec plus de 15 points d'avance. Au second tour, sans la candidature de Macron, aucun candidat n'est présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a rien. Moi, j'ajoute une perspective, j'aimerais ajouter une perspective de plus à cela, que ce changement en Europe peut avoir lieu et je crois qu'il aura lieu. Le problème que je vois, ou plutôt ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas un problème, c'est une question non, de voir ce qui va se passer, de voir si l'Europe ne va pas mettre trop de temps à faire ce changement parce que les positions qu'elle a perdues, non. Elle a ainsi offert au minimum 5 ou 10 ans, parce qu'en 5 ans d'arrêt où il n'y a pas eu de développement, ce qui équivaut à plus. Pendant que les autres ne sont pas restés immobiles, les autres en ont profité. Putain, pouvoir. Les voitures chinoises sont soudainement passées d'être de la camelote à devenir tout à coup des voitures extrêmement compétitives. Voyons, parce qu'en Russie, ce qu'on a été remplacé. Il disait qu'en Russie, il y a plein de voitures chinoises. Ici aussi, et ici aussi, c'est le cas. Qu'elles ne sont rien, qu'elles sont une sorte de paranoïa technologique, parce qu'en plus, c'est quand tu commences à regarder de plus près, toute la technologie des Chinois, ils l'ont achetée, ils l'ont absorbée, des Européens, non? Geely possède Volvo et a aussi une participation dans Mercedes et dans quelques autres entreprises. Tu te demandes, c'est juste dans l'automobile et après? Et en ce qui concerne la technologie, quelle haute technologie est fabriquée en Europe? Des satellites ou, eh bien, peu de téléphones et peu de téléviseurs. Avant, quand j'étais petit, Philips, la société néerlandaise, c'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, je ne sais même pas si Philips existe encore vraiment pour les téléviseurs. Je crois que non, donc si on continue comme ça, pas à pas. Au final, cette idée que l'Europe allait devenir un hôtel 5 étoiles et pas grand-chose d'autre, eh bien merde, peut-être qu'à la fin, l'Europe, c'est vraiment ça. Est-ce qu'elle veut vraiment devenir un parc à thème? Et si tu te transformes en parc à thème? Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'Inde fait déjà la différence dans beaucoup de domaines.
Mais si tu continues à fabriquer des choses avec tes mains, l'Inde ne peut plus les fabriquer. Alors si l'Europe arrête de fabriquer, c'est quelque chose dont je me souviens toujours, vraiment, au Pays Basque, on cultive toujours, non? Il le disait, si tu arrêtes de fabriquer avec tes mains, tu oublies ces choses, alors il faut maintenir l'industrie. Si en Europe, on ne maintient pas une industrie et qu'elle devient uniquement une économie de services, eh bien, c'est assez embêtant. Et l'industrie européenne était compétitive. C'était une combinaison formidable qui était vraiment excellente avec l'énergie russe. Et au final, tu obliges les Russes, parce que regarde, les Russes aussi ont des satellites avec certains d'entre eux, mais on les a obligés maintenant. Les Russes commencent à fabriquer des choses que les Européens achetaient auparavant, ce qui, du point de vue russe, est fantastique. Écoute, les sanctions et tout ça, ça peut faire mal, mais produire des choses, tout à coup, des programmes d'avions ont été relancés, des programmes de satellites, etc., etc. Mais l'Europe, tout ça, qu'elle gâche, qu'elle laisse filer, ça me fait de la peine, tu vois, parce que bon, je suis aussi européen, on vit sur le même continent et j'ai vécu dans le monde de l'Union européenne. J'ai plein de membres de ma famille, d'amis là-bas. Je ne veux aucun mal à l'Union européenne, mais il faut être réaliste. Nous avions une excellente opportunité. Mais le problème, c'est que nous avons fini par accomplir le souhait et la prophétie autoréalisatrice de nos ennemis, qui sont les anglo-saxons. C'est-à-dire, comme l'a déjà dit Kissinger, c'est-à-dire il faut essentiellement semer la discorde entre Berlin et Moscou, en comprenant Berlin comme la capitale de l'Europe et non du continent Eurasie. Il faut le morceler comme ils veulent aussi le faire avec la Russie. Alors, malheureusement, nous avons adopté, et ici je parle en tant qu'Espagnol, pas en tant qu'Européen. Ça m'agace énormément que nous ayons adopté les désirs de nos ennemis. Ceux qui ont construit une légende noire contre nous et ont dit que nous sommes mauvais, très mauvais, et que nous n'avons fait que le mal. Et ces types qui nous critiquent, ils nous disent de faire quelque chose et nous le faisons contre nos propres intérêts. Et nous sommes tombés dans ce piège, parce que je dis toujours que je suis un défenseur de l'Eurasie, absolument. Un territoire aussi vaste que la Russie, aussi riche en ressources naturelles, avec une histoire qui a toujours été là. Depuis Pierre le Grand et Catherine la Grande, il a toujours privilégié l'Occident à l'Orient. Et nous, qui sommes un appendice d'un continent plus petit, avec beaucoup de monde, mais aussi beaucoup d'industrie, beaucoup de puissance, cela, unis ensemble, c'est un concurrent redoutable dans le nouveau modèle mondial. Cela peut rivaliser avec la Chine, avec l'Amérique du Sud, cela peut rivaliser avec les États-Unis, avec une Afrique qui est en pleine croissance, mais bien sûr, nous d'un côté, les autres de l'autre, qu'ont-ils fait? D'abord que la Russie se retourne et regarde de l'autre côté, puis qu'elle s'allie avec la Chine et l'Inde. Et d'un autre côté, que nous restions dans l'appendice de notre territoire, plus isolés que jamais, en croyant que nous sommes toujours les rois du mambo. Alors, bien sûr, pour eux, c'est formidable, mais pour nous, c'est une destruction. Et le Sud global, en plus, avec tout ce qui se passe, il est dans une situation qui n'est plus celle d'avant. Les pays, même ceux du Golfe Persique, voient ce que les États-Unis sont capables de défendre. Tous cherchent déjà un nouvel agenda. Les pays africains suivent leur propre voie et ne sont plus considérés comme sous-développés, malgré des problèmes et des contrôles en place. D'un côté comme de l'autre, mais ils sont dans une véritable spirale de développement et plus personne ne se laisse duper. Oui, parce que, soyons honnêtes, une grande partie de la croissance du monde occidental ou de ce qu'on appelle le monde chrétien vient aussi de là. Non, parce que la Russie y a aussi participé. Cela a été possible grâce, disons, à la domination d'autres nations, d'autres territoires. C'est fini, c'est fini, c'est fini et ça ne reviendra plus. Il faut donc s'y habituer. Maintenant, c'est un monde plus juste, dans un monde plus juste, où il faut payer pour le café, il faut payer pour le café, le cacao, il faut payer pour le pétrole, il faut payer pour le gaz, et tout le monde veut cela. Donc, je pense que l'Europe ne sait pas s'adapter à cela. On ne sort pas de la dépendance énergétique russe pour tomber dans la dépendance énergétique américaine, ce qui est bien pire. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, 4 fois plus cher. Cher. Qui nous arrive et en plus ça pollue, ce qui pour nous est fatal. Eh bien, ce gazoduc était très propre, mais ces bateaux qui arrivent là, ceux-là, c'est horrible. Eh bien, toutes ces choses... Mais là, le changement climatique ne compte pas autant. Ça ne compte pas. Bien sûr, là, non. Là, tout à coup, je m'en rends compte et voyons, depuis. Je continue, voyons, à ma façon. Parce que, voyons, moi, peut-être que je suis trop plongé dans la
à l'heure actuelle, mais et bien sûr en Russie, c'est que les gens n'ont toujours pas d'hostilité personnelle envers les Occidentaux, non? Parce que merde, tu prends l'Espagne, et si tu regardes les chiffres, ils leur ont envoyé des chars, des missiles, des armes, des Ukrainiens arrivent, ils ne devraient pas les supporter, mais ici, merde, ici les gens sont aussi pro-espagnols qu'avant, non? Comme en Russie, mec. Pablo, on le voit même avec l'Ukraine. En Russie, nous sommes trop gentils. Je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y a pas, enfin, au minimum, il n'y a pas ce sentiment anti et que l'Europe soit en train de se tirer une balle dans le pied, eh bien, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je partage l'avis de Javier, c'est une occasion ratée.